Nous sommes le 20 novembre et bienvenue dans cette journée de webinaire professionnel. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, nous avons pensé 48 ans comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur, le lancement de collections, de labels, de séries, la mise en avant d'auteurs et d'autrices émergents et émergentes, ainsi que des nouveaux talents, des maisons d'édition à découvrir et les avant-premières des collections à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion live sur la plateforme Weasembly. Donc, ce webinaire est enregistré. Et, il se déroule dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera au Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. Pour cette première session, on accueille Père Fouettard qui se lance dans la BD avec le lancement du label Marave. Comment s'imposer dans un océan de propositions lorsqu'on est un petit poisson contre de gros requins? Je vais laisser la parole à Florent. C'est à vous. Merci Jeanne et bonjour à toutes et tous. Alors je suis vraiment content de vous parler de bande dessinée aujourd'hui, parce que la BD, c'est vraiment un art par lequel j'ai pu développer mon goût de la lecture étant enfant puis adolescent. Et pourtant la bande dessinée, ce n'était pas du tout dans les projets de la maison d'édition quand on l'a fondée il y a de ça maintenant 11 ans. Et donc la question c'est pourquoi lancer, pourquoi développer un label de bande dessinée quand on est d'abord connu et, comme un éditeur d'albums jeunesse. C'est ce qu'on fait le mieux et très bien depuis maintenant 11 ans, comme je l'ai dit. Alors, le déclic, l'idée de départ, elle est tout simplement venue des autrices et des auteurs, comme toujours, puisqu'on a eu en même temps deux projets qui nous ont été proposés, deux projets assez différents, qui est venu d'auteurs et d'autrices qu'on connaît très bien, puisqu'il s'agit d'Adèle Tariel et Jérôme Perra d'une part, donc ces deux autoristes piliers vraiment de la maison d'édition, et puis Canizales, dont on avait traduit de l'espagnol, puisque Canizales est colombien, plusieurs albums, mais qui est devenu un ami au fil des rencontres qu'on a pu faire avec lui, et qui nous a lui aussi proposé un projet en direct, et donc là, cette fois-ci, non pas en traduction. Et à ce moment-là, bon, c'était donc un roman graphique d'une part, une bande dessinée de l'autre. Quand on nous propose des choses qu'on aime beaucoup, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire, la plupart du temps, moi, je passe mon tour, parce que l'idée, c'est pas de se mettre à publier des œuvres qu'on ne saura pas défendre, quoi. Donc, même si on adore, souvent, quand c'est pas dans notre registre ou quand c'est pas dans notre savoir-faire, je dis aux autrices et aux auteurs d'aller s'adresser ailleurs, parce que le but, c'est pas le but, c'est pas de publier des œuvres pour qu'après, on ne sache pas comment en parler et surtout comment les fabriquer et encore comment les vendre. Mais cette fois-ci, ils étaient tellement motivés qu'on s'est dit pourquoi pas, au moment, puisque ces deux propositions arrivent en même temps, pourquoi pas finalement étudier la question. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé à étudier le marché, comme on fait toujours dans ces cas-là, et pour voir s'il n'y avait pas une place, une idée à prendre, une idée à saisir. Et cette étude de marché a été un peu ambivalente, puisque, comme vous le savez, et récemment d'ailleurs, il y a encore des éditeurs indépendants de bande dessinée qui ont un peu tiré la sonnette d'alarme sur leur situation. Je pense en particulier, enfin, il y en a vraiment plusieurs avec des très beaux catalogues, mais je pense en particulier récemment à l'association, qui m'a vraiment, moi, biberonné et qui a un catalogue merveilleux avec plusieurs best-sellers. Donc, se dire, dans cette situation un peu compliquée, qu'on allait développer une nouvelle collection de bande dessinée, c'était pas forcément évident, et c'est pour ça qu'on s'est mis vraiment à étudier de près le marché, et aussi qu'on a démarché, on a contacté, on a demandé conseil à énormément, bien sûr, de collègues éditeurs, mais surtout de libraires, responsables de rayons BD, de libraires spécialisés BD. C'était hyper enrichissant, et on s'est rendu compte que malgré ces difficultés du marché, malgré le fait que on
beaucoup d'acteurs professionnels se plaignent que le marché est saturé. Bon, ça, c'est pas propre à la bande dessinée, parce que quand j'ai fondé les éditions Père Fouettard, le constat en jeunesse, en album jeunesse, c'est exactement le même. Il y a trop de production, donc pourquoi avoir de nouvelles propositions? Bref, ça, parenthèse refermée. Mais c'est vrai que le marché souffre d'une surproduction, c'est indéniable. Et malgré ça, en parlant avec tous ces professionnels, aussi en examinant tout simplement ce qui existe, l'existant et toutes les nouveautés qui pouvaient paraître, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un trou dans un trou dans la raquette et vraiment une place à prendre, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a beaucoup de propositions en bande dessinée, on l'a dit, il y a une surproduction, mais je trouve que très souvent, il y a beaucoup de, on va dire, beaucoup de mass market, beaucoup d'industriels d'une part, et d'autre part, des choses plus arty, peut-être plus hermétiques pour les enfants. Et donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment en fait, une place pour des propositions originales avec des contenus et des propositions graphiques très fortes, mais qui sont en même temps très accessibles. Et ça, c'est ce qu'on sait faire, puisque c'est vraiment dans notre ADN pour les albums déjà chez Père Fouettard. C'est sûr qu'il y a une concentration du marché et c'est sûr qu'en bande dessinée, peut-être plus qu'en littérature jeunesse, il y a une place trop importante, ou en tout cas, il y a vraiment comment dire, le marché est quand même occupé par des best-sellers qui prennent physiquement la place dans les librairies et qui ont du mal à faire finalement de la place à des nouveaux venus. Mais ceci dit, en parlant à ces libraires bande dessinée, eux, je les ai vus finalement très ouverts et très intéressés, ne serait-ce que par les projets qu'on pouvait commencer à leur parler, donc ceux de Canizales, de Jérôme et d'Adèle. Et puis, en jeunesse en particulier, on sent une appétence à la fois des parents pour des propositions originales, mais aussi des adultes, et c'est ça que j'adore avec la bande dessinée jeunesse, puisque c'est vraiment le crossover par excellence, c'est-à-dire qu'une bande dessinée jeunesse, elle va être lue avec autant de plaisir par des enfants, des adolescents ou des adultes. Finalement, ce qui revenait souvent dans le discours de nos interlocuteurs, c'est oui, on a trop de choses, mais on manque encore de propositions originales. Et à partir des projets qu'on avait, de ces deux projets-là, je me suis dit, bon, on va non seulement les publier, mais on va développer un label spécifique pour eux et on va développer une production originale très resserrée, donc 4 ou 5 titres par an, mais pas pour faire juste un one-shot, mais vraiment essayer de s'installer, de prendre une place dans le paysage éditorial français. Alors, l'autre question, et à propos de questions, n'hésitez pas à en poser dans le chat au fur et à mesure. Je laisserai un temps pour les questions à la fin de mon intervention, mais vous pouvez aussi en poser au fur et à mesure dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Donc, l'autre question, c'était est-ce qu'on les publiait en tant que Père Fouettard ou est-ce qu'on développait une autre identité? Et ce qui a vraiment prêché pour le fait de développer une nouvelle identité graphique, et donc un label et non pas une simple collection, c'était que Père Fouettard, qui est vraiment un nom que j'adore, pour des préadolescents ou des adolescents, ça faisait un peu trop enfantin. Et donc, l'idée, c'était de développer une identité qui leur parle à eux. Donc, nos bandes dessinées, elles vont s'adresser à des enfants de 6-7 ans, mais aussi à des enfants de 12 ans, et on en a d'autres qui vont s'adresser aux jeunes adultes, ou en tout cas aux 15-25, pour le peu que cette catégorie veuille dire quelque chose. Et donc, en tout cas, Père Fouettard, pour des adolescents, ça faisait trop enfantin, et l'idée de développer cette identité spécifique, c'était de rester un peu dans l'ADN de la maison, mais de proposer quelque chose, de faire un petit pas de côté, et aussi de proposer des choses assez audacieuses, assez, comment dire, un peu rebelles, un peu piquantes, et qui correspondent très bien finalement au nom qu'on a choisi, Marave, qui peut évoquer à la fois un peu un monde un peu fantasy, un peu fantastique, mais surtout qui nous parle de ce mot d'argot qui évoque la bagarre, quoi. Et c'est ce qu'on veut faire avec ce label. Alors, les deux titres qui ont été déclencheurs de la fondation de ce label, donc c'est Préanimal de Canizales, et je vais partager mon écran pour vous en montrer quelques extraits.
Donc, Préanimal, là, on s'adresse vraiment à des jeunes lecteurs, même si ça peut être lu aussi par des plus grands, donc à partir de 6-7 ans. Et ça correspond en grande part, enfin, c'est une des deux jambes finalement du label, c'est-à-dire l'humour, puisque les préanimaux, ce sont ces petites boules informes que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être des animaux, vous avez ces petites boules qui sont des préanimaux et ils vont devoir aller à l'école des animaux, en formation d'animal, pour savoir quel animal ils vont devenir et qu'est-ce qui leur correspond le mieux. Et ce que je trouve génial avec cette idée de Canizales, c'est que sur cette idée toute simple, en fait, il va nous parler d'identité et de possibilités de pouvoir changer de métier, changer de forme, changer de genre au fur et à mesure, et sans que ça pose de problème à personne. Puisque nos préanimaux, la première école qu'ils vont choisir, c'est l'école du chat. Donc, c'est le premier tome d'une série. Et pour savoir s'ils vont faire des bons chats, ils vont avoir des épreuves. Et dans ces épreuves, il va y avoir, par exemple, est-ce qu'ils arrivent à faire la sieste pendant des heures sans bouger? Est-ce qu'ils arrivent à déchiqueter les meubles des humains? Est-ce qu'ils savent bien sûr retomber sur leurs pattes, etc. Et donc, ils y arrivent plus ou moins bien, avec beaucoup d'interactions extrêmement drôles entre eux. Et je ne vous spoile pas la fin, mais certains vont y arriver et d'autres non. Donc, ce qui va nous amener à d'autres écoles et avec d'autres animaux dans les volumes suivants. Et là, on retrouve quelque chose qui, moi, me porte beaucoup, que ce soit en jeunesse ou en bande dessinée, c'est les doubles niveaux de lecture. On peut vraiment le lire comme un album d'aventure et se régaler et d'humour et se régaler avec ça. Et on peut aussi, si on a envie de creuser, percevoir énormément de messages sociétaux et même politiques qu'on ne soupçonnerait pas quand on voit notre couverture. La couverture, hop, je vous la remets ici. Voilà. Quand on voit une couverture comme ça, on ne soupçonne pas forcément qu'il va y avoir un message sociétal derrière. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup pour se nourrir l'esprit quand on lit Préanimal. Ça, c'était la proposition de Canizales. Et donc, on a choisi un format souple avec rabat. Il y a plutôt un petit format facile à lire pour cet âge-là. Et pour la proposition de Adèle Tariel et Jérôme Perra, vous allez voir que c'est assez différent sur la forme, mais que sur le fond, on retrouve une idée commune. Donc là, on est évidemment pour les plus grands, puisque c'est une bande dessinée, un roman graphique qu'on a pensé pour les 10-15 ans. Et donc, Peuple de plumes, là, on délaisse les rives de l'humour pour aller plutôt vers la dystopie, puisqu'on est dans un monde qui est séparé entre les hommes-oiseaux, que vous voyez ici, et les humains. Et je vais vous en partager quelques pages. Et en fait, ces hommes-oiseaux ne savent plus voler, puisqu'ils ont été interdits de voler depuis des décennies, et ils vivent au ras du sol dans des bidonvilles. En même temps, il y a les humains qui vivent, eux, dans des palais absolument magnifiques et aériens. Et donc, il y a une ségrégation entre ces deux peuples qui s'est opérée. Et il n'y a quasiment pas de contact entre eux, si ce n'est que de temps en temps, les hommes-oiseaux vont travailler pour le compte des humains. Et cet ordre des choses, cet ordre va être bouleversé par deux choses. Excusez-moi, je regardais juste un petit œil. Ah oui, au chat, ça marche, je répondrai tout à l'heure. Donc, ça va être il y a deux éléments qui vont bouleverser cet état des choses. C'est d'une part l'amitié en fait entre deux adolescents, donc une adolescente humaine et un adolescent oiseau, mais aussi un bouleversement climatique puisqu'il y a de plus en plus d'ouragans et de tempêtes qui vont menacer l'existence même des palais aériens des humains et vont être de fait forcés à se remettre en cause. Alors d'abord pas facilement, en essayant plutôt une solution technologique, et ensuite peut-être en essayant de trouver un compromis avec les oiseaux. C'est un roman graphique absolument merveilleux, dans le sens où il redonne toute sa place en fait à une grande naïveté, une grande fraîcheur de vue, puisque ces dernières années, on a eu beaucoup de propositions en fiction, que ce soit d'ailleurs en streaming, en littérature, dans les films,
où on va beaucoup aller chercher des anti-héros ou des personnages qui sont, on va dire, dans une zone grise, dont on ne sait pas s'ils sont mauvais ou bons, ou qui ont leur bon ou leur mauvais côté. Et c'est très bien comme ça, puisqu'on sortait précédemment d'une période manichéenne. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman graphique, c'est de retrouver cette naïveté où on va avoir deux adolescents pleins de bonnes intentions, qui sont confrontés à un monde qui est dur et impitoyable, et qui vont essayer de changer l'ordre des choses. Et donc, de retrouver ce côté des héros positifs, je trouve que c'était vraiment très salvateur dans la période qu'on connaît en ce moment. Alors là, en termes de fabrication, sur on a choisi une fabrication très différente de Préanimal sur Peuple de Plumes, puisqu'on est sur un format roman graphique, donc avec une couverture dure. Et donc, dès le départ de ce label, je n'ai pas voulu tomber dans ce que j'estime être un piège, c'est-à-dire de faire des formats de collection très fixes avec des objets identiques, mais vraiment de proposer pour chaque œuvre des formats différents et pas tomber dans cette espèce d'esprit de collection qui va être après d'alimenter un format et donc de contraindre les œuvres. Parce que je ne sais pas si les lectrices et lecteurs s'en rendent compte, mais quand vous avez des formats de collection, le piège, c'est qu'après, les œuvres s'adaptent au format. Et donc, du coup, ça bride un peu la créativité des artistes. Et je ne voulais vraiment pas tomber dans ce piège-là. Alors, ces deux bandes dessinées, pour répondre à une des questions, elles sont sorties en mai. Et l'accueil a été plutôt très bon. On en est très content. Il y a eu un très bon démarrage, avec beaucoup de critiques et de retours positifs, à la fois des libraires spécialisés bande dessinée, qui ne connaissaient pas forcément, et ça, c'était un gros challenge pour nous, hein, de se faire connaître de ces libraires spécialisés BD qui n'avaient jamais entendu parler de Père Fouettard, mais aussi des libraires généralistes, et puis des lecteurs, puisqu'on a eu énormément de retours positifs des lectrices et des lecteurs sur ces deux albums. Alors, oui, il y a une question là, je vois, de Thibaut, et qui nous dit en fait, Marav est considéré comme thème et non un label accessible depuis le menu du site Internet. Est-ce que c'est une volonté? Bon, en fait, l'idée, c'est vraiment de développer une identité distincte. Mais comme on n'avait encore que 2 titres, recréer tout un site web juste pour présenter le label, ça nous a semblé être trop tôt. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on l'a intégré dans le site principal. Mais à terme, quand on aura étoffé le catalogue, et comme on en publie que 4 par an, donc ça va pas être tout de suite, mais quand on aura étoffé le catalogue, on pourra créer un site internet spécifique et qui sera vraiment dédié au label. Donc, c'est plus une question pratique qu'autre chose pour le moment. Ça, ce sont 2 projets qui sont des projets de création. Ce qu'on a voulu aussi rapidement, c'est de s'ouvrir à la traduction et donc d'aller chercher des bandes dessinées qui existent ailleurs. Et donc, continuer à faire ce qu'on fait déjà chez Père Fouettard, c'est-à-dire faire moitié création et moitié traduction. Et un exemple de traduction dont je suis très fier, c'est Robot, qui vient juste de sortir, Robot de Matt Dixon, qui est un auteur-illustrateur britannique, mais qui est publié originellement en Italie par un éditeur très proche de nous qui s'appelle Lavieri. Et je vais vous en présenter quelques pages. Alors, Robot, là, on est encore assez dans un autre univers et un autre âge et une autre cible que les 2 précédentes, puisque ici, on est sur un album qui est sans texte. Hop. Avec une histoire courte au départ, et ensuite des planches de portraits de robots. Et ce que je trouve extraordinaire dans l'œuvre de Matt Dixon, c'est qu'à partir de quelques éléments, de quelques portraits, et ça n'a absolument aucun texte, il a une puissance d'évocation extraordinaire. Et il arrive à parler, en fait, aux enfants,
aux ados et aux adultes, et a inventé en fait un langage qui lui est propre et qui est uniquement graphique. Alors, dans chacune des planches, il y a énormément de références, soit à la culture pop, soit à l'art, mais que si on ne les a pas, et la plupart du temps on ne les a pas, et ben ça n'empêche pas du tout d'apprécier l'album. Et c'est aussi une des raisons de la création de ce label, c'est de pouvoir proposer des choses qui n'existent pas encore et qui trouvaient pas leur place sur les tables des librairies jusqu'ici, puisque ça, c'est une série qui existe depuis très longtemps en Italie et qui n'avait jamais trouvé preneur pour une traduction en France. Pour la bonne et simple raison que des objets un peu atypiques comme ça, dont la cible en termes d'âge n'est pas très précise, qui ne correspondent pas à un marketing précis, et qui surtout sont sans texte, et les albums sans texte, que ce soit en jeunesse ou en bande dessinée, sont connus pour être plus difficiles à vendre par les libraires, eh bien, c'est pour ça que jusqu'ici, aucun éditeur français n'avait osé se lancer dans la publication de cet album. Donc là, on pourrait se demander à quel âge s'adresse Robot. Et c'est ça que je trouve merveilleux, puisque là, on est vraiment dans la quintessence de ce que je vous disais tout à l'heure sur le crossover, puisqu'on peut être en maternelle. Un enfant de maternelle, il peut regarder cet album et vraiment être émerveillé par les images. Mais on peut être un ado ou on peut être un adulte et y trouver des références à ses propres univers. Et là, je trouve que c'est vraiment le tour de force qu'a réussi Matt Dixon sur cet album. Donc ça, c'est un premier, mais il y en aura d'autres, puisque c'est une série qui compte déjà 5 albums. Et donc, on va se faire le plaisir de traduire. C'est toujours un peu tôt pour dire si, puisqu'il est sorti en octobre, si ça va être un succès, mais le démarrage, je le trouve très bon. Et donc, je pense que c'est de bon augure pour la suite de la série. Ce que je trouve assez amusant par ailleurs, par rapport à l'âge, c'est de se dire que donc on a créé les éditions, il y a la édition Père Fouettard il y a 11 ans, avec des albums qui s'adressaient pour les maternelles, mais aussi pour les 5-10 ans. Et que là, finalement, au moment où on atteint cette 11e année, on commence à développer des bandes dessinées qui s'adressent aux adolescents. Et c'est comme si l'âge de la maison suivait l'âge de nos lecteurs. Et je me dis qu'un bébé qui est né il y a 11 ans et qui a découvert nos premiers albums tout carton, et ben aujourd'hui, il a l'âge de découvrir notre label bande dessinée. Alors, je vois Siloé dans le chat qui nous dit qui nous fait une remarque que je trouve très intéressante sur les albums sans texte et qui nous dit en bibliothèque, ça fonctionne quand c'est mis en avant via des tables thématiques, car ça pousse les enfants à se raconter à eux-mêmes les histoires finalement. Je suis entièrement d'accord. Quand on dit que ça se vend plus difficilement les albums jeunesse, qui sont sans texte, ou encore pire, je pense, les bandes dessinées qui sont sans texte, c'est un obstacle, je pense, qui est dû à la recherche de l'histoire pour s'endormir le soir. On veut une histoire clé en main chez certains parents pour lire. Et quand on a un album sans texte, eh ben on n'a pas le mode d'emploi, ça ne peut pas aller vite. Et donc, on va hésiter à l'acheter. Ça, je dirais, c'est l'obstacle du lecteur. Et le libraire qui suit, il peut avoir du mal à la pitcher aussi, cette histoire sans texte, puisque souvent, ce qu'un libraire il va apprécier, c'est d'avoir quelque chose qui est très rapide à résumer en une ou deux phrases pour qu'ensuite il puisse facilement le conseiller à un maximum de lectrices et de lecteurs, et c'est bien normal. Mais l'album sans texte, il a d'énormes qualités, et en particulier celle, justement, puisque c'est pas un mode d'emploi et une œuvre clé en main, c'est en fait, c'est exactement ce que nous dit Siloé, c'est en fait d'ouvrir au dialogue. Comme l'enfant va raconter sa propre histoire, il va poser ses mots sur les images qui sont sans texte, c'est un super appel au dialogue, soit qu'il se raconte l'histoire tout seul, mais encore plus intéressant qu'il le fasse avec un adulte
qui l'accompagne, c'est de pouvoir faire tout de suite une interaction et en fait d'inviter au dialogue et d'inviter à la réflexion. Et donc, le côté interactif de l'album, on le retrouve très bien avec les sans-textes. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant évidemment, hein, d'avoir des albums qui invitent au dialogue et à l'interaction adulte-enfant que de simples albums qu'on lit et puis ensuite c'est fini et on passe à la suite. Donc, si bien sûr les sans-textes, il y a un vrai intérêt à les publier et il y a un énorme intérêt bien sûr à les prendre quand on est dans une famille. Et puisque aujourd'hui, un des intérêts, je pense, du livre jeunesse, c'est vraiment de pouvoir recréer du lien en fait, hein, entre les générations, entre les enfants, les parents, mais aussi les enfants, les grands-parents, les enfants entre les fratries entre elles. Et du coup, pour ça, le sans-texte, c'est parfait, évidemment. Je voudrais vous dire aussi quelques mots sur le futur du label, puisqu'on ne va pas s'arrêter là, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous en ai montré 3 aujourd'hui et je vais vous montrer un aperçu du roman graphique qu'on a traduit, qui va être publié en avril prochain, en avril 2026, et qui est là une traduction de l'anglais et qui s'adresse aux plus grands. Alors, 49 jours d'Agnès Lee. C'est un roman graphique qui nous porte 2 nouvelles, une mauvaise, une bonne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tous mourir, mais la bonne nouvelle, rassurez-vous, c'est qu'on va ressusciter au bout de, vous l'avez deviné, 49 jours. Donc notre personnage principal, qui est issu d'une famille coréenne immigrée aux États-Unis, se réveille un jour sur une plage déserte et elle ne sait pas ce qu'elle fait là, ni comment elle est arrivée ici, et elle va devoir trouver son chemin et comprendre surtout pourquoi est-ce qu'elle atterrit sur cette plage déserte. Et ce qu'on va comprendre assez rapidement, c'est tout simplement qu'elle est morte, malgré son jeune âge. Et ce qu'elle va comprendre, et là je vous spoil un peu le roman graphique, mais pour l'intérêt de notre webinaire, j'ai pas le choix. Ce qu'elle va comprendre au fil des pages, et au fur et à mesure des flashbacks qui alimentent son imaginaire, c'est qu'en fait, elle est dans ce sas entre 2 réincarnations des 49 jours, où ça va être l'occasion pour elle de se remémorer de sa vie, des mauvais et des bons moments, et de se préparer à sa vie suivante. En même temps qu'on la voit sur cette plage et qu'on la voit assaillie par ses souvenirs, on est aussi du côté de sa famille, qui est en train de parler d'elle et de se souvenir de tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Et c'est vraiment... Tout à l'heure, je vous disais que la tranche d'âge de 15-25 ne faisait pas forcément sens, mais ici, je trouve que ça s'y prête bien, puisque c'est un roman graphique qui veut plaire aussi bien aux grands ados, mais aussi aux jeunes adultes. Et alors, au-delà du scénario que je trouve très original et très bien conçu, j'aime beaucoup la proposition graphique qu'a fait Agnès Lee, puisqu'il y a un choix de couleurs qui est particulièrement original d'une part, mais sans toucher, et ça rejoint ce que je vous disais au départ sur l'accessibilité, sans toucher à la facilité de lecture. Et il est très facile de rentrer dans son univers. Donc, c'est ce que j'aime vraiment en bande dessinée, hein, c'est ce que j'ai vraiment envie de publier. C'est des œuvres graphiques qui soient fortes, qui soient originales, mais qui ne laissent personne sur le pas de la porte. C'est-à-dire que tout le monde peut la lire. Que tout le monde puisse la lire. Oui, c'est plus français comme ça. Et donc, là aussi, ce que je trouve très fort dans ce roman graphique, c'est que la mort est assez présente dans le roman graphique, puisqu'elle est morte depuis le départ, hein, ça commence comme ça. Et pourtant, j'ai rarement lu un roman graphique aussi positif et plein de bonheur et plein de joie, quoi, et qui donne vraiment le sourire. Donc ça, là aussi, c'est un tour de force narratif. Ça, c'est ce qu'on va sortir donc en avril prochain. On continuera aussi la série Pré-Animal et on aura d'autres propositions que je ne peux pas encore vous montrer
une autre proposition que je ne peux pas encore vous montrer, parce que ce n'est pas du tout prêt. Mais donc, on va rester bien sur ce rythme très resserré de 4 ou 5 publications par an, en essayant à chaque fois que ça apporte une surprise, vraiment une nouveauté, un vent de fraîcheur dans le secteur de la bande dessinée, et qui en a plutôt besoin, à mon humble avis, même si je pense que les récents événements avec ce qui se passe autour du Salon du Livre d'Angoulême nous montrent qu'il y a une volonté des auteurs et des autrices de aussi un peu secouer un peu le cocotier existant. Et ça aussi, ça fait du bien. Alors maintenant, voilà, je vois qu'il est la demi et j'aimerais consacrer un petit quart d'heure peut-être à des échanges avec vous, des questions. Je vois encore Siloé qui nous dit que le sujet est original et que ça donne envie de s'y plonger. Donc je vous promets que ce n'est pas une complice, mais merci Siloé. Oui, et il y a aussi un commentaire de Lucie qui nous cite Un océan d'amour, qui est également sans texte et qui a bien marché, parce que oui, j'ai peut-être trop parlé, j'ai peut-être trop insisté sur la prévention sur les albums sans texte, mais il y a plein de contre-exemples, hein. Évidemment, il y a plein d'albums sans texte qui ont fonctionné et qui marchent, et heureusement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être mettre un terme au webinaire. Je vous remercie vraiment à toutes et tous d'avoir participé. Je suis très content d'avoir présenté ce nouveau label. Ah non, pardon, il y a une question de Coralie. Comment faites-vous le choix des auteurs et des titres que vous avez publiés? C'est une question pour le label, mais enfin, c'est une question, je pense, qui pourrait s'adresser aussi en général. Je vais vous faire je trouve que ça serait l'objet vraiment d'un webinaire à part entière de parler de cette question-là. Mais si je veux faire quelque chose de très synthétique, je dirais que c'est la rencontre de deux choses. Il faut que notre goût à nous, il rencontre le goût du public. C'est un peu ce que je vous ai dit tout au départ sur le fait que des fois, il y a des projets d'autrices et d'auteurs qu'on trouve absolument géniaux, mais on ne va pas les faire parce qu'on ne saura pas les défendre, ou on se dit ça ne va pas rencontrer le public. Ça ne veut pas dire qu'on a une approche commerciale de l'édition, même si ça fait partie du rôle de l'éditeur de penser au commercial, mais tout simplement, on ne va pas publier des œuvres pour que personne ne les lise. Ça n'a pas de sens éditorialement parlant, et ça a encore moins de sens écologiquement parlant. Si ça faut que ça finisse au pilon, ce n'est pas du tout le but de la publication. Donc, il faut que notre goût à nous, il rencontre le goût du public. Donc, on publie bien sûr que des choses qu'on adore, mais dont on pense qu'elles vont aussi plaire à des lectrices et à des lecteurs. Pour qu'un album fonctionne en jeunesse, il faut qu'on en vende à peu près 1000 sur un tirage de 2000. En bande dessinée, je dirais que il faudrait plutôt qu'on en vende au moins 1500. Donc, si c'est ça, c'est déjà super. Moi, je trouve que publier un album pour qu'il y ait 1000, 1500, 2000 lectrices, lecteurs, je trouve que déjà la mission est accomplie. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais si je veux une réponse synthétique, je pense que c'est pas mal comme ça. Ensuite, il y a une autre question, c'est comment avez-vous fonctionné pour la diffusion-distribution? Avez-vous fait appel à un nouveau distributeur? Alors, nous, on a changé de diffuseur-distributeur cette année, mais ce n'était pas lié à la bande dessinée, puisque avant on était diffusé par EDI et distribué par MDS, et on est passé cette année chez Harmonia Mundi. Alors, effectivement, c'est une bonne question, la diffusion, parce qu'il y a deux équipes chez Harmonia Mundi. Quand je dis deux équipes, il y a deux équipes de représentants qui sont chargés de défendre les livres des éditeurs auprès des libraires. Et donc, dans ces deux équipes, il y en a une qui fait de la bande dessinée et l'autre pas.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup aimé avec ce label, c'est que tous les livres Père Fouettard, ils sont présentés par la première équipe, et les bandes dessinées du label Marave, pardon, ils sont présentés par la seconde équipe. Et donc, c'est deux équipes différentes qui parlent des livres aux libraires. On n'a pas voulu pour autant choisir un distributeur spécialisé, on va dire, qui ferait que de la BD type, enfin, je ne vais pas citer de nom, mais je ne voulais pas non plus être noyé chez un gros distributeur diffuseur de bande dessinée, et donc du coup, avoir qu'une ou deux BD à défendre au milieu de plein de best-sellers, je n'étais pas sûr que ce soit le bon choix. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a choisi. OK. Je laisse encore quelques secondes au cas où il y aurait une dernière question. Et sinon, je vais pouvoir repasser la parole à Jeanne et clôturer le webinaire. Il vous reste 10 minutes, donc n'hésitez pas, s'il y a des dernières personnes qui ont des questions, à les mettre dans le chat. C'est avec plaisir. Et merci Florent de nous avoir présenté ces belles épreuves et ces sublimes aussi petits robots. Je pense à eux. J'ai découvert avec vous. C'était très, très intéressant et très beau à voir. Merci Jeanne. Bah, si certains ont soit l'esprit d'escalier, soit n'osent pas intervenir pendant le webinaire, bah, n'hésitez pas à passer nous voir durant le salon du livre si vous avez la chance d'y aller. On sera sur le stand collectif de la région Grand Est au premier étage. Et donc, on vous accueillera avec grand plaisir. Oui, j'allais vous dire, mais du coup, vous l'avez fait, c'est parfait. N'hésitez pas à rappeler votre stand, les espaces où vous vous trouverez pendant le salon. Et si vous avez envie de partager une adresse mail à laquelle les gens peuvent adresser leurs questions rétrospectivement aussi, n'hésitez pas si vous le souhaitez à partager dans l'espace. J'ai une dernière question, je vois, de Thibaut, qui demande un avis sur la situation avec le FIBD. Le FIBD, on parle bien du Festival d'Angoulême, ou je me confonds? Oui, c'est bien C'est le ça. festival international. Ouais, de bande dessinée d'Angoulême. Bah, mon avis, bon, il est assez facile. Après, nous, on ne va pas dire qu'on boycotte parce qu'on n'y va pas et qu'on est inconnu du Festival d'Angoulême. Donc, ça serait un peu ridicule de notre part de dire qu'on boycotte quoi que ce soit parce qu'on n'y est pas. Après, je me réjouis vraiment et je suis très content que les autrices et les auteurs ils aient pris le risque et ils aient mouillé la chemise pour appeler au boycott, ce qui a fait suivre le syndicat national de l'édition, qui est pourtant pas réputé pour son courage et pour finalement pousser vers la sortie à la fois le directeur du festival qui est vraiment qui a vraiment eu un comportement inadmissible, mais aussi tout simplement toute son entreprise. Et parce que il était temps, il y avait urgence. Le fait que l'association qui co-gère le festival, mais que les pouvoirs publics locaux aussi aient mis énormément de temps à entendre ce qui était dit par plein de gens. C'est regrettable, et je vois que maintenant ça paye enfin grâce justement au courage et à l'acharnement de ces autrices, de ces auteurs, quoi. En particulier, enfin, voilà, des personnes à qui on déroule le tapis rouge sur le festival et qui ont pris ces positions-là, donc c'est super. Et non, c'est vraiment très bien. Je pense qu'on en a besoin, on en a besoin pour le Festival d'Angoulême, on a peut-être besoin ailleurs aussi, on va voir. Mais je pense que le monde du livre, là, il est en train de se renouveler et il avance dans le bon sens. Ça, c'est ce qu'on voit. Alors, c'est pas facile parce que bon, il y a encore, on voit que les problèmes du festival, ils sont très récents. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de réactions, beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. On laisse moins passer les choses qu'avant, et c'est très bien. Ça va dans un sens très positif. On pourrait imaginer y voir Marave à Angoulême. Quand il y aura une nouvelle directrice à Angoulême et un nouveau festival renouvelé, je pense qu'on pourra. Et si c'est pas hors de prix aussi, parce que ce problème des fois de ce genre de festival, c'est que c'est complètement inaccessible en termes de tarifs, juste pour pouvoir prendre une table. Nous, on irait avec plaisir. Hein, au contraire, l'idée d'un festival renouvelé, ça donne encore plus envie d'y participer dans les années qui viennent si on parvient à trouver de nouvelles solutions.
Ben, merci encore, hein, et merci pour les commentaires. Il y avait une dernière question, mais j'ai l'impression que vous y avez un petit peu répondu, de Thibaut. On pourrait imaginer y voir Oui, Marab. oui, c'est ce Ouais, que ouais, je disais. Ouais, ouais. c'était dans le C'est contexte de la réponse. sur Angoulême, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, si il n'y a plus de questions, je vais me permettre de conclure. Après, il nous reste toujours 5 minutes, donc sans vouloir abuser du temps de Laurent, si jamais vous voulez en poser d'autres, c'est encore possible. Sinon, bah, je peux vous dire dès maintenant que euh, vous avez des webinaires professionnels qui se poursuivent toute la journée. C'est en ligne jusqu'à 18 h et ce sera disponible aussi en replay. Je vous invite également à consulter le salon, le site du salon pour avoir toutes les informations nécessaires sur les stands, les éditeurs, leur localité, que ce soit au premier ou au rez-de-chaussée, parce qu'on peut anticiper aussi les déplacements. Et c'est plus simple de s'y retrouver en consultant le plan en amont sur le site. Donc, on vous donne évidemment rendez-vous au salon à partir du mercredi 26 novembre. Voilà, tout le programme est disponible sur sltj.fr. Je remercie du coup Laurent Grandin, notre intervenant, et les spectateuristes pour leur écoute. Merci encore et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.